devrait parler, puisqu'il y a eu un château ancien, qui datait du Moyen-Âge et peut-être d'avant, complètement rasé, il ne reste plus que la motte castrale où il était installé. Puis ensuite, il y a eu un autre château, qui était habité notamment par le marquis de Sivrac, de Durfort-Sivrac. Et puis celui-ci, là, que vous voyez, bon, il a été un peu brûlé récemment, là, accidentellement. Celui-ci a été construit par quelqu'un qui s'appelait Ernest Valton de Boissière, qui était un individu qui était particulièrement intéressant à connaître et à fréquenter. Là aussi, ça mériterait une conférence, puisque c'était vraiment le bienfaiteur d'Audange, et puis il est allé aussi se livrer à ses activités aux États-Unis, au Kansas, pour fonder, comment on appelle ça, un phalanstère. Voilà, c'était quelqu'un qui avait des idées très avancées. Un autre propriétaire intéressant, c'était d'Auberval. D'Auberval, qui avant Valton de Boissière, enfin avant la famille Valton de Boissière, d'Auberval était maître de ballet chorégraphe. Mais on en reparlera peut-être un jour. Alors voilà, 1823, c'est François Le Gallais, un Normand, qui vient jeter l'ancre à bord de son bateau, la Joséphine, à la Teste de Bûche. Il épouse une fille locale. Et puis, il construit le premier établissement de bain de mer, accompagné d'un établissement hôtelier. C'était en 1823, lorsqu'il allait devenir Arcachon, dans le quartier d'Ayrac, pour ceux qui connaissent. François Le Gallais, il est à droite, et son établissement, un peu stylisé, l'établissement Bel Air, il est à gauche. C'était ce qui allait lancer le tourisme à Arcachon, puisque d'autres hôteliers viendront s'établir à Arcachon. 1835, on construit avec beaucoup de difficultés le canal de Cazaux à la Hume. Là aussi, ça pourrait faire l'objet d'une conférence. Toutes les tentatives de mise en valeur de la lande, là, au sud, il y avait des grands projets de canaux. Et bien, sur ce canal, eh bien, il y a très peu de choses qui ont navigué. Hein. Mais il existe encore, dans un triste état, certes, comme on dit à Audange, bien sûr. On pourra en reparler de toutes ces compagnies agricoles, comme Nézère, par exemple, qui ont essayé de mettre en valeur le pays. Il y a même eu un projet d'État juif sur le sud-bassin. Là, on a failli connaître quelque chose un peu comme Israël. Bon, ça ne s'est pas fait, c'était sous l'Ancien Régime. Voilà, et à Audange, il y a eu un projet d'installer une communauté allemande au moment de la Révolution française. Bon, c'est cher à mon ami Michel, mais le 28 mars 1836, du Grand Malheur, là, on a perdu ce jour-là 78 pêcheurs qui étaient dans des barques non pontées. Voilà, on les a retrouvés tout au long de la côte là, du Médoc. 77 disparus. On n'a retrouvé qu'un seul corps, hein, dans un triste état. Et là, il y a plusieurs personnes qui se sont émues, et notamment Louis-David Allègre. Louis-David Allègre, pardon, qu'est-ce que je... Oui, je cherchais le turbo, je l'ai pu retrouver, le turbo. J'ai une représentation quelque part, j'ai pu retrouver. Louis-David Allègre était propriétaire du château d'Arès. Il arme pour la première fois un chalutier à vapeur, hein, pour remplacer ces barques non pontées qui allaient sur l'océan à la voile et à la rame. Et il en armera un second qui s'appelait la Sole, et ça dès fin 1836. Alors on est très fiers de dire que c'est sur le bassin d'Arcachon qu'on a utilisé pour la première fois la vapeur pour la pêche, et ça a donné la pêche industrielle. Mais bien sûr, il y a plein de choses à dire là-dessus. Hein. En 1841, le train arrive à la Teste. C'était une des premières lignes de chemin de fer française. Hein. Bon, là, j'ai mis la gare de la Motte, hein, qui est aujourd'hui disparue. Ne la cherchez pas, hein, elle a disparu. Et les locomotives c'était pas le TGV, hein, absolument. Bon, là aussi, il y a toute une conférence à faire. En 1851, deux communes distinctes, Arès, se séparent d'Andernos. Vous le saviez, ça? Oui. On va tout expliquer dans ce bouquin, si vous voulez.
Voilà, et ça donne Arès. Arès, rien à voir avec les Grecs là aussi. Hein. C'est sûrement l'endroit où il y a du sable, hein. Arès, Aréna, tout ça. En 1853, Degan, qui travaille avec les frères Perrer, on va voir la photo tout à l'heure, construit son château et il prolonge la ligne de chemin de fer de la Teste de Bûche à Arcachon. Par la suite, pas en 1853, puisque le train arrivera à Arcachon en 1857, Adalbert Degan. Il n'était pas d'ici, il arrivait de la Marne. Arcachon, donc, est créé en 1857 par séparation avec la Teste. Le chemin de fer y arrive. Le premier maire s'appelait Lamarque de Plaisance. Sa devise, c'était Eri solitudo dievicus cras civitas. Hier la solitude, aujourd'hui un village et demain une ville. Et avec des couleurs correspondantes qui ont donné les couleurs du drapeau arcachonnais. Noir, c'est la solitude. Blanc, c'est l'actualité. Et puis jaune, c'est l'or, bien sûr. Blanc, c'est l'argent. Et jaune, c'est l'or, c'est demain. Voilà le premier maire d'Arcachon, Alphonse Lamarque de Plaisance, qui n'était pas local, hein, il était originaire de Marmande, il était du Lot-et-Garonne. Napoléon III, il vient 2 fois à Arcachon, en 1859 et en 1863. En 1863, les frères Perrer, grands investisseurs devant l'Éternel, lui présentent la ville d'hiver qui sortait de terre. Voilà, avec le casino mauresque, ne le cherchez plus, il a brûlé en 1977. Et les frères Perrer ont investi beaucoup dans le pays de Bûche. Ils ont investi pour créer les domaines de Marcheprime, de Croix-d'Ans, de Codos. Ils ont investi également à Tossat, qui est actuellement dans la commune de Lanton. Là aussi, une conférence. Voilà, lorsque vous partez de Marcheprime sur Lanton ou Audange, il y a la Pointe-Émile. C'est référence à Émile Perrer. Et quand vous allez à l'église de Marcheprime, vous regarderez, il y a une clé de voûte, il y a EP, Émile Perrer aussi. Pour la première fois, je crois, qu'un juif faisait construire une église. C'est peut-être déjà arrivé, mais... Et là aussi, j'ai une conférence sur l'histoire de Marcheprime, si vous voulez. Là, ça tient à cœur l'ami Michel aussi. Victor Coste, qui à partir de 1859, eh bien, développe l'ostroculture, qui allait devenir l'ostréiculture, suite à un affaiblissement considérable de la ressource en matière d'huîtres, qu'autrefois on ne cultivait pas. Hein. Il y avait bien eu des essais de culture des huîtres. Non, on les ramassait, on les draguait, hein, mais on ne les cultivait pas. Et à partir de 1859, il y a eu l'installation de parcs impériaux. C'est en fait Victor Coste, ici sur le bassin, c'est l'ancêtre de l'ostréiculture moderne. Bon, il n'était pas seul, hein, mais bien sûr. Bon, quelques dates. Hein. 1864, inauguration du Grand Hôtel. Incendié en 1906, réouvert en 1911 avec le séjour de Sissi. Bon, un séjour d'une semaine, hein, c'était quand même, il n'y a pas passé l'année. Hein. 1867, on crée la société... 1863. 63, oui. Et ensuite, on fait l'exposition internationale d'aquiculture, qui a eu lieu en 67, voire 66. Oui. Oui, parce que Michel a écrit l'histoire de la société scientifique. Et c'est à l'occasion de l'exposition internationale d'aquaculture et d'ostréiculture de 1866, organisée par la Société scientifique, sous le patronage de Napoléon III, et avec la bénédiction du président des États-Unis, qu'un médecin va vulgariser un mot. Ce médecin, c'est de la Bonardière, qui avait présenté sa thèse de médecin à Montpellier l'année précédente, donc en 1865, c'est le mot thalassothérapie. C'est à la remise des prix de cette exposition en 1866 que le jury donne un prix à ce médecin en disant qu'il le remercie pour tous les travaux qu'il a fait et tous les écrits qu'il a publiés sur une nouvelle discipline, la thalassothérapie. Parce que c'est de la Bonardière, ou la Bonardière, il y en a qui mettent un jeu devant, qui est l'inventeur du mot. Alors que dans tous les dictionnaires, la date est fausse, hein, quand vous cherchez thalassothérapie, que ce soit le Robert Larousse, la date de l'invention du mot est fausse. C'est 1835, c'est sa thèse à la faculté de médecine de Montpellier.